Bonjour à tous, je suis Nicolas Bonnet. Je suis architecte technique chez Progélis. Je suis également MVP Enterprise Mobility, donc tout ce qui va toucher à M365, à tout ce qui va toucher à System Center Configuration Manager. Voilà, donc je fais également du projet sur tout ce qui est Windows Server. Voilà, je suis auteur chez ENI, je suis formateur chez LinkedIn Learning. Donc ouais, j'ai de quoi m'amuser, ça va, j'ai de quoi m'amuser. D'ailleurs, ma formation Azure Virtual Desktop est en cours de montage chez LinkedIn, donc elle va sortir dans les semaines, dans les semaines qui vont arriver là. Donc effectivement, on va parler d'Azure Virtual Desktop, sujet qui est très, très à la mode en fait. Pourquoi? Parce que avec le télétravail, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin en fait, d'accéder aux ressources d'entreprise. Et quand je suis en télétravail, c'est compliqué quand même d'accéder à certaines ressources d'entreprise. Si j'ai commencé déjà à faire un premier pas dans la gestion moderne du poste de travail, dans tout ce qui est SharePoint, etc., oui, effectivement, j'ai déjà des outils comme SharePoint où je vais pouvoir effectivement accéder à mes fichiers, j'ai du Teams. Mais si effectivement j'étais réfractaire à ça, et ça peut se comprendre, hein, il y a des entreprises qui ont des contraintes légales, des contraintes juridiques, des contraintes X, Y, Z, des contraintes techniques, d'autres des personnes qui voilà, ne souhaitent pas aller dans le cloud, et c'est tout à fait respectable. Effectivement, ça va être beaucoup plus embêtant. Parce qu'il va falloir monter un VPN, mais du coup, effectivement, quand j'ai architecturé ma solution VPN pour peut-être plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, et que je me retrouve avec plusieurs milliers de personnes sur le VPN, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, souvent, ça pose quand même problème. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir mettre à disposition des utilisateurs de la remote app ou vraiment du bureau virtuel, alors qui va être connecté au réseau local au travers d'un VPN IPsec ou au travers d'un ExpressRoute, ou carrément, si on a juste besoin, par exemple, d'un poste de travail avec les outils Office, juste un poste de travail qui est accordé à finalement aucun réseau local. Alors, donc effectivement, Azure Virtual Desktop, c'est un service qui va être entièrement cloud. On n'aura pas d'Azure Virtual Desktop on-premises, ça n'existe pas. Et on a la particularité d'avoir du Windows 10 multisession. C'est pas possible sur nos postes, en fait, multisession, ça n'existe pas. Là, oui. Donc là, on a vraiment du poste multisession. C'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment réservée à Azure Virtual Desktop. Et quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on a du Windows 7 en mise à jour étendue et qui en plus est gratuite. Alors évidemment, hein, c'est surtout fait pour inviter les IT à aller sur du virtual desktop, mais si jamais j'ai une application qui ne fonctionne que sur Windows 7, finalement c'est génial parce que je vais pouvoir mettre à disposition des postes en Windows 7 et faire en sorte que mon application continue à fonctionner. Alors effectivement, on va utiliser des machines virtuelles Azure, et on a deux possibilités finalement. Quand je vais créer mes machines virtuelles, je vais soit pouvoir dire ok, j'utilise tel template Azure, et donc derrière je vais choisir la taille de mes VM et le système d'exploitation que je veux. Donc je dois avoir par exemple du Windows 10 Enterprise avec la suite Office qui est déjà préinstallée, ou je vais pas utiliser mon propre master, donc je vais uploader mon master en fait dans un blob Azure et je vais aller chercher ce master là dans le blob. Alors pourquoi utiliser mon propre master? Parce que j'ai par exemple mes applications. Voilà, j'ai mes applications, j'ai pas obligatoirement envie d'installer sur chaque machine parce que si j'en ai 3, ça va, c'est vite fait. Si j'en ai 50 de machines, c'est déjà plus compliqué. J'ai pas obligatoirement envie d'aller modifier chaque VM à la main, ou j'ai pas envie de faire chaque fois le même paramètre. Je vais tout simplement utiliser mon propre master. Et en fait, j'utilisais les VM Azure avec mon propre master. Alors, quelque chose qui a toujours posé problème, que ce soit sur Citrix ou sur RDS, c'est effectivement les profils utilisateurs. D'ailleurs, même on-premises, c'est important. Pourquoi? Parce que dès lors que je modifie l'environnement de l'utilisateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir potentiellement une perte de production. Parce que si je ne mets pas le raccourci en fait, sur le bureau, je vais avoir un appel au support qui va me dire « Ouais, mais j'ai pas l'application. » Alors que si, en fait, l'application est dans le menu démarrer. Donc ça, on connaît nos utilisateurs. Et effectivement, on sait que les profils utilisateurs sont vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et on a un outil qui est... Alors, je ne le connaissais pas obligatoirement il y a quelques mois, et franchement, moi j'adore ce produit, c'est FS Logics, donc qui est vraiment fait pour tout ce qui est profil utilisateur.
Et pour l'utilisateur, en fait, bah, c'est invisible. C'est-à-dire que pour lui, il continue à écrire sur il continue à écrire sur mes documents. Un petit peu comme si je faisais la redirection de dossier. C'est pareil, hein. Mais là, en fait, je vais vraiment pouvoir gérer en fait mes profils utilisateurs et faire en sorte que, OK, je vais faire du multisession, donc c'est-à-dire que potentiellement, je ne serai jamais sur la même machine, même si c'est faisable, on peut associer effectivement, attribuer une machine virtuelle à un utilisateur, ou on peut dire, bah, OK, tu as un pool de machines, je vais prendre telle ou telle machine. Bah, là, pour le coup, effectivement, si je prends telle ou telle machine, si j'ai mis un fichier sur mon bureau et que quand je me connecte le lendemain, je ne l'ai plus, ça va très vite poser problème. Alors, un, au support, et deux, l'utilisateur, il a un sens de l'humour qui est assez limité à ce niveau-là. Je pense qu'au bout d'un moment, vous risquez en fait de vous prendre des souris au travers du visage. Bon. Mais donc, du coup, il va falloir que je gère ça. Et pour gérer ça, effectivement, je vais mettre de la FS logique, ce qui va me permettre effectivement de faire en sorte que, quelle que soit la machine virtuelle sur laquelle je vais me connecter, bah, j'aurai effectivement tout le temps le même profil utilisateur. Alors, ça se configure au travers de GPO. Au travers de GPO, et je vais pouvoir en fait comme ça appliquer les GPO, et je vais en fait derrière créer des VHD, et dans ces VHD, il y aura effectivement les documents de l'utilisateur. Alors maintenant, OK, mais comment se connecter à ma machine virtuelle Azure Virtual Desktop? Je vais finalement avoir 3 manières de me connecter. Une que j'ai encore jamais trop testée, c'est l'application mobile. Là, sur iOS ou Android, ça reste encore rare, mais bon, pourquoi pas. Par contre, deux que je me sers, c'est effectivement tout ce qui est application web et application Windows. Alors, pourquoi avoir deux applications, et pourquoi choisir un et pas l'autre? Ça va dépendre du cas. Typiquement, j'ai envoyé tout le monde en télétravail, sauf que je ne peux pas donner à tout le monde des postes, de travail, parce que ça va demander du budget, parce qu'il faut ces postes, il faut les manager, il faut les mettre à jour, etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste donner en fait à l'utilisateur l'URL où il va se connecter, et il va comme ça accéder à une machine virtuelle. Et ainsi, en fait, qu'il soit chez lui, il peut même être de l'autre côté de la planète, en fait, il suffit juste qu'il ait une connexion Internet ou de la 4G, et il pourra travailler. Par contre, l'application Windows, elle est vraiment installée sur le poste. Donc, soit effectivement, j'installe l'application sur le poste d'utilisateur, mais ça veut dire qu'il faut qu'il vienne avec, que moi je l'installe. Est-ce que je veux vraiment donner, est-ce que je veux vraiment installer cette application professionnelle sur un poste que je ne gère pas, qui n'est pas à moi? Bon, voilà, il y a toujours des contraintes de sécurité. Voilà, donc on peut également utiliser l'application Windows. Alors évidemment, on aura entre les deux, le rendement sera un peu meilleur avec l'application Windows qu'avec l'application web, hein, clairement. C'est pas énorme, mais on voit un petit peu quelques différences. Alors, on va voir tout ça. Je vais donc partager le nouvel écran. Bougez pas. Alors, attendez. Je casse le partage et je repartage. Alors, juste que je le trouve. Voilà. Donc, tout le monde voit mon écran? Oui. Bon, si pas de réponse, c'est que c'est oui. C'est bon, on le voit. Allez, ok, nickel. Donc ici, je suis sur mon tenant Azure. Donc sur ce tenant-là, en fait, j'ai effectivement de l'Azure, j'ai 1 200 € par mois d'Azure, plus de l'EMS E5. Donc si je vais au niveau d'Azure, donc Azure est pas... voilà. Donc au niveau Azure, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé mon contrôleur domaine. Pourquoi? Parce que même si effectivement j'ai un VPN IPsec ou si j'ai l'ExpressRoute, on va toujours, dans la mesure du possible, essayer de mettre un contrôleur domaine au plus près des machines. Voilà, pour faciliter l'authentification, pour faciliter la récupération des stratégies de groupe, parce que je peux très bien en fait appliquer des stratégies de groupe sur ces postes. Donc je vais vouloir effectivement un contrôleur domaine, quand cela est possible, le plus près possible, donc finalement dans Azure. Donc j'ai ici mon contrôleur domaine. Ce contrôleur domaine, en fait, il va synchroniser l'Active Directory avec mon Azure Active Directory, d'accord, et j'ai donc ici tous mes utilisateurs. Donc ça, c'est important. Au niveau d'Azure Virtual Desktop, j'ai soit la possibilité effectivement de joindre les machines à mon Active Directory,
et je vais utiliser mon compte Azure AD pour me connecter à ces machines virtuelles. Donc j'ai fait en fait, c'est comme si je fais de la hybride AD join. Hein. Donc je joins effectivement, j'utilise mon compte Azure AD et mon machine est joint à Active Directory. Soit je ne fais que de l'Azure AD join, et dans ce cas-là, en fait, mon poste n'est que, enfin ma VM est joint uniquement à mon Azure Active Directory. Ça dépend de ce que je veux, du besoin, etc. Donc, au niveau de mon Azure, hein, j'ai configuré Windows Virtual Desktop. Donc, j'ai bien sûr créé un pool dot. Voilà, j'ai ici mon pool dot. Mon pool dot est aux États-Unis. Pour le moment, on ne peut pas mettre autre part que aux États-Unis. Bon, peut-être que ça viendra. Et je vois que j'ai effectivement des groupes d'applications. Alors, je peux avoir plusieurs groupes d'applications et chaque groupe d'applications va être affecté à un ou à plusieurs utilisateurs. Donc, je peux très bien en fait avoir un groupe d'applications VIP, par exemple, et un groupe d'applications secrétaires avec des applications différentes. Dans ces groupes d'applications, en fait, bon, je les vais vous montrer après, on verra que la différence entre les deux. Au niveau de mon pool dot, voilà, j'ai ici mes machines virtuelles. Alors, c'est des petites machines, je ne les ai pas toutes allumées, j'en ai allumé qu'une seule, mais j'en ai mis 4. Voilà, j'en ai mis 4. Je vais pouvoir effectivement choisir, hein, rajouter de nouvelles VM et choisir effectivement peut-être des modèles plus perfectionnés, voilà, mais qui vont me coûter effectivement beaucoup plus cher qu'une petite machine, je crois que c'est une A0 ou une A1 que j'ai dû mettre, donc c'est pas énorme. Au niveau des groupes d'applications, j'ai créé donc 2 groupes d'applications. Alors celui-ci, en fait, il se crée au moment où on crée l'hôte. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, celui-ci, c'est, hop, voilà, session desktop, hein, c'est mes bureaux virtuels. Et j'ai également, si je retourne, je peux aller là, c'est pareil. Donc ici, j'ai application. Alors, j'appelais ça application de télétravail. Il n'aime pas les espaces. Alors, j'aurais pu mettre un underscore. Bon. Là, en fait, j'ai mis toutes mes remote apps. Donc j'en ai 4. Alors les remote apps, il ne va pas les chercher, enfin il ne les invente pas. Il les prend en fait tout simplement, il prend les applications qu'il a dans les machines virtuelles. Donc si typiquement je fais ajouter, voilà ici ajouter. Donc là effectivement, soit j'utilise le menu démarrer, soit un chemin de fichier. Moi je vais laisser le menu démarrer et je vais retrouver en fait toutes les applications que j'ai au niveau de mon menu démarrer. Et je peux dire finalement, je veux également Word, par exemple, pourquoi pas. Voilà, et je vais faire. Donc là, je retrouve le chemin hein, ici. Et je vais faire enregistrer. Et Word est présent. Donc bien sûr, hein, je peux créer mon groupe d'applications, mais faut-il encore que je l'affecte. Hein, donc bien sûr, je l'ai affecté en fait à un espace de travail. Ici, que j'ai appelé utilisateur VIP, et c'est là où je pourrais avoir typiquement plusieurs espaces de travail, VIP, RH, secrétaire, avec des applications différentes, avec des bureaux virtuels différents. Et ici, utilisateur VIP, si j'arrive, voilà, je vais retrouver mes groupes d'applications. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais passer sur les différents clients. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, on va commencer par le client lourd, le client qui est installé sur Windows. Donc, je me suis connecté avec mon compte utilisateur ici, donc Gaëtan. Donc, c'est un compte qui est dans mon Active Directory, qui est synchronisé. Et je vois que j'ai effectivement plusieurs choses. Donc, mes applications, dont Word, que je viens de rajouter. Donc, vous voyez que ça se rajoute assez rapidement. J'ai touché à rien. J'ai mes applications en Remote App. Et j'ai ici mon bureau virtuel. Donc, on va commencer par le bureau virtuel. Si je double-clique dessus. Bon, vous n'allez peut-être pas le voir, mais en fait, il y a le bureau à distance qui se lance. Voilà. Donc là, je saisis mon mot de passe. Je ne sais pas si vous voyez le bureau ou pas. Non. Non. Je pense que tu n'as partagé qu'une fenêtre. Donc, ouais, je vais partager en fait. Partage l'écran. Je vais partager l'écran, ce sera plus simple. Partage ton écran. Ouais. Hop. Alors, je vais partager mon écran directement, ce sera plus simple. Screen one. Donc là, en fait, j'ai ici, hop, là, j'ai ici ma machine virtuelle Windows 10. Hop, voilà, avec mon menu démarrer, etc. D'accord, mon File Explorer.
Alors, j'ai pas de licence Office, hein, donc ça sert à rien de lancer Word, mais je peux très bien lancer Word. Hein. Voilà, ici, mon C. On retrouve, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'Azure, les temporary storage. Voilà, donc je retrouve un peu tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est effectivement le défaut desktop, mais je peux également utiliser mes remote apps, en fait. Donc si par exemple je lance le Notepad, donc effectivement, voilà, c'est ce que je pensais, hein, ça va pas lui plaire. Donc je vais fermer la session sur le poste, comme j'ai qu'une seule VM et qu'elle est toute petitoune. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc vous allez voir comment. Je vais voir si. Ah, il me laisse pas le temps. En fait, on voit quand on déroule le menu là, on voit la fenêtre. Hop, voilà. On voit la fenêtre. Voilà, le poste lance en fait réellement. Hein. Donc, et là j'ai mon notepad. Voilà, mon notepad. Je peux écrire. Je peux enregistrer. Voilà, je peux enregistrer. Donc c'est le bureau de ma machine hein, virtuelle. C'est pas le mien. Hein, si je vais sur ce PC. Ici, je retrouve Temporary Storage. Hein. Donc, je suis bien sur l'explorateur de ma machine virtuelle et pas la mienne. Voilà. Bon, je vais le mettre sur le bureau, test. Je vais pouvoir faire la même chose avec Word, par exemple. Et Word se lance. Alors, évidemment, je n'ai pas de licence, donc tout va être grisé. Voilà, typiquement, je retrouve mes différents onglets. Mais oui, mes différents rubans, pardon. Alors, évidemment, c'est en anglais. Hein. Après, si je le veux en français, à moi de mettre un office français, en fait, dans ma machine virtuelle, et il sera en français. IE. Voilà, et j'ai bien IE. Alors, oui, en langue, ça doit être ouais, en Europe du Nord, donc du coup, ça doit être de l'hollandais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le client, le client qui est installé en fait sur mon poste. Voilà, donc ici, hein, je pourrais effectivement me déconnecter. Hop, c'est ici. Si je me déconnecte, hop, je me désabonne en fait. Continuer. Et je peux bien sûr après derrière me réabonner avec un autre compte. Je vais essayer mon deuxième compte. Je ne sais plus ce que j'ai mis dessus. Le mot de passe. Et donc là, je vais me connecter avec, voilà, avec le compte. Donc effectivement, les deux ont les mêmes applications. Les deux font partie de l'utilisateur VIP. Mais dans le cas où je ferai partie d'un autre groupe, effectivement, j'aurai d'autres applications potentiellement. Donc ça, c'est l'application Windows. Et je vais finalement avoir la même chose avec mon application web. Donc cette fois, je passe vraiment en web. Alors, je vais peut-être juste arrêter l'application. Celle-ci, je vais la fermer. Donc, pareil, je me connecte avec Gaëtan. blog.com. Le mot de passe. Alors, je n'ai pas activé le MFA, hein, mais j'aurais pu très bien activer le MFA. Sur l'utilisateur et donc derrière en fait demander une double authentification. Et je retrouve en fait une fois de plus ici l'utilisateur VIP avec mes différentes applications. Si je clique en fait ici, je vais oui garder les ressources locales, style presse-papier et imprimante, et je vais autoriser donc la connexion. Et le remote desktop se lance. Voilà. Je vais me réauthentifier. Donc Gaëtan availability-blog.com. Non, j'enregistre pas le mot de passe. Et je me connecte tout simplement en fait à ma session et je retrouve, vous voyez ici, je vous avais dit, c'est le bureau de l'utilisateur.
enfin c'est le bureau de ma machine virtuelle et c'est vraiment le bureau puisque regardez, j'ai bien un test. Alors, je sais plus, non, oui, j'avais mis n'importe quoi dedans. Donc j'ai bien mon fichier ici qui est présent en fait sur mon bureau. Donc ça, c'est effectivement mon poste virtuel. Je vais avoir sur mon poste virtuel, alors normalement la GPO continue à s'appliquer. Si je fais un RSOP, je devrais pouvoir voir les paramètres. Non, je ne les verrai pas parce que je ne suis pas admin. Bon, je voulais vous montrer les paramètres pour le profil utilisateur, mais n'étant pas admin, ça va être compliqué. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est effectivement ça. Vous voyez qu'en fait, ici, si je vais sur documents, hein, si je mets la place d'utilisateur, en fait, c'est invisible. Dans Properties, en fait, si je vais dans Location, voilà, c'est bien ici, c'est user égalité un document. Donc, j'ai envie de vous dire presque, si je suis utilisateur, je vois aucun changement. Or, il y en a. Il y en a et je suis... Ouais, si, voilà, il va me les montrer. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai bien mes paramètres FSLogix qui s'appliquent. Donc, c'est le nom de ma GPO avec effectivement ici les différents paramètres. Donc, ça s'affiche plus ou moins bien. Le VHD Location ici. Donc, je redirige en fait mon fichier VHD dans ce partage réseau. Je vais avoir ici l'allocation dynamique au niveau de mon VHD. Je ne veux pas un VHD fixe. En fait, je ne suis vraiment pas un fanat des tailles des VHD, VHDX de taille fine, de taille fixe. Je fais la même chose. D'ailleurs, sur mon ESX chez moi, je ne mets jamais des tailles fixes. J'ai horreur de ça. Je préfère, même si des fois c'est mieux, mais je préfère des tailles dynamiques. Donc, mon fichier VHDX va grossir en fonction du profil utilisateur. Ça, alors pareil, si l'utilisateur s'est déjà connecté une première fois sur la machine virtuelle et que vous appliquez votre GPO sans appliquer ce paramètre-là, ben, ce qui va se passer en fait, c'est que ça va ne servir à rien. En fait, il va falloir qu'il supprime le profil local et qu'il prenne ce qu'il y a dans le profil local pour le mettre au niveau du profil dans FSLogix. Donc il y a ce paramètre-là à activer. Attention, hein, il supprime le profil utilisateur. On a peut-être bien testé avant, mais normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, effectivement, ici, on l'active, on demande le fait que le profil soit supprimé. Là, on autorise les sessions concurrentes. Voilà. Il y a des tas de paramètres, je ne les ai pas tous configurés, mais il y a des tonnes de paramètres. Les ADMX, ça se récupère directement avec l'outil, et puis après, on peut paramétrer comme on veut notre stratégie de groupe. On peut faire plusieurs stratégies de groupe d'ailleurs, hein, c'est pas gênant. Si je me déconnecte de cette machine, voilà, donc je suis de nouveau sur mon client web. Je vais lancer Notepad, par exemple. Autoriser. Oui, c'est un peu plus long quand même. Hein. Je me rethentifie. Voilà. Donc ouais, c'est un peu plus long. Par contre, ça offre l'avantage de pouvoir se connecter sur n'importe quelle machine. J'ai pas besoin en fait qu'on me fournisse une machine. Je peux très bien me connecter depuis chez moi et ça, aucune incidence, ça ne touche pas, ça touche à rien en fait sur ça touche pas à mon poste chez moi en fait. Ça ne va rien modifier. Donc ici, hein, je peux faire un open et je vais retrouver effectivement hein, mon fichier test et je vais pouvoir le modifier. Voilà. Save. Allez. Donc j'ai qu'une fibre 5 Go, c'est peut-être pour ça que c'est long, mais ça devrait arriver. On va l'aider. Voilà. Et pareil pour IE. Bon, je vais pas tous les lancer, mais vous voyez, je vais retrouver vraiment toutes mes applications en fait. Alors, j'ai pas d'application métier évidemment, parce que dans ma machine, c'est une machine virtuelle, c'est un template Microsoft. Dans le cas où j'aurais une une application métier, bah, je retrouverai effectivement mon application et je pourrais m'y connecter. Alors après, il faut tester les applications métiers parce qu'il y a des applications où ça se passe très bien, des applications où ça peut moins bien se passer. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, mais je dirais que si déjà ça se lance sur la machine virtuelle, il n'y a pas de raison que ça ne se lance pas en remote app. Après, voilà, j'ai assez fait d'informatique, j'ai assez fait de projets pour savoir que ce qui marche chez un ne marche pas chez l'autre et que ce qui est vrai la veille n'est plus vrai le lendemain. Donc du coup, voilà, faut toujours tester, mais en gros, normalement, voilà, si ça marche, ça marche. Et comme ça, je peux, voilà,
virtualiser mon application sans aucun problème. Et donc derrière, économiser les postes. L'administration aussi, parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on doit quand même continuer à mettre à jour les postes, parce que les postes se connectent en VPN, donc c'est bien beau, mais si je ne mets pas à jour mes postes, le poste, il a quand même une patte sur le réseau. Donc, je veux quand même les protéger en déployant les mises à jour. Alors, on a plein de solutions. On peut passer par des passerelles cloud. Il y en a des tonnes. Après, il faut trouver la bonne et celle qui est la plus facile à mettre en place et la moins coûteuse. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Là, l'avantage, en fait, c'est que je ne touche pas au poste d'utilisateur et le poste en fait ne vient pas impacter l'infrastructure de mon système d'information. Vient pas modifier mon système d'information, vient pas impacter mon système d'information avec des virus ou autres. On va y arriver. Voilà, donc pensez bien par contre effectivement aux tailles des VM, au nombre de VM. Donc ça c'est très important dans ce genre de projet. Pensez également à la liaison entre votre infra on-prem et votre infra Azure. Comment je lie les deux? Est-ce que je mets juste un VPN IPsec? Est-ce que je mets de ExpressRoute? Voilà, donc après, c'est une histoire de budget, une histoire de débit, une histoire, c'est de l'architecture. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Une fois de plus, ce qui est valable pour un client ne l'est plus pour l'autre. Donc après, chaque cas est différent. Voilà à peu près, je pense que j'ai encore un peu de temps. Voilà à peu près ce que je vais vous présenter. C'est pas une grosse fonctionnalité, mais ça marche assez bien, c'est assez simple à mettre en place. Il y a un peu de travail au niveau architecture. Après, une fois qu'on a fait ça, après, ça va tout seul, ça se déroule tout seul. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je n'ai pas des questions, Nico. J'ai une interrogation. Est-ce que tu pourrais nous montrer ou pas, je ne sais pas, un côté Azure, comment ça se passe? Oui, alors clairement, alors questionnons par côté Azure, comment ça se passe? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une partie d'admin? Est-ce que c'est encore en PowerShell qu'il faut Alors oui, c'est une très bonne question. Il y a les deux. C'est-à-dire que je l'ai montré en PowerShell, mais clairement, je l'ai montré en graphique, pardon. Mais clairement, en fait, ça existe en PowerShell. Donc en fait, tout ce que je vous ai montré, que ce soit les applications ici, que ce soit les espaces de travail, que ce soit les groupes d'applications où je vais pouvoir créer des groupes d'applications, mes hôtes ici, mes utilisateurs. Alors j'ai tout fait en graphique, pas que je n'aime pas le PowerShell, puisque c'est un langage que j'aime bien et je m'amuse souvent avec PowerShell. C'est juste que voilà, je suis passé en graphique. Mais clairement, Rémi, tu as raison, on peut effectivement passer en interface graphique ou en PowerShell. Alors après, je ne sais pas si ce qui est valable en PowerShell est valable en interface graphique. Je sais que des fois, il y a des différences. Sincèrement, allez, je ne saurais pas te dire que telle fonctionnalité n'existe qu'en graphique ou n'existe qu'en PowerShell. Ça, effectivement, je ne sais pas. Par contre, effectivement, je peux l'administrer en PowerShell ou en graphique. Ouais. D'accord. Voilà, mon interrogation était plus en fait sur la partie automation de tout ça, de quelle manière on va pouvoir industrialiser entre guillemets à grande échelle ces déploiements et ces configurations. Clairement, en PowerShell, disons que le graphique, c'est bien quand tu as une petite infrastructure, quand tu commences effectivement à avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers de machines. Là, oui, effectivement. Alors après, plusieurs milliers de machines dans Azure, ça a un coût aussi. Donc, on n'en a pas tous les jours. Mais clairement, tu peux le faire en PowerShell. Tu peux le faire en PowerShell. Justement, tu m'as tendu la perche. Parlons des coûts un petit peu, non, Nico? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il n'y a pas de sujet qui fâche, je sais, mais il faut en parler parce que effectivement, les clients en général ont des infrastructures ADS on-prem, ont du Citrix, et du coup, c'est bien de pouvoir regarder et comparer un petit peu le pricing entre guillemets de tout ça. Alors, je sais pas, Nico, peut-être je t'invite à ouvrir la calculette Azure. Ça peut être une bonne démo, et puis on va faire une petite projection. Voilà, ça permet au moins d'avoir un ordre d'idée, parce qu'effectivement, Azure, c'est pas des services qui sont gratuits, c'est des services qui sont payants forcément. Attends, j'essaie de l'ouvrir. Bouge pas. Moi, des réels intérêts que j'y vois, effectivement, c'est en cas de remplacement massif dans une entreprise, par exemple des laptops, c'est des laptops de développement par exemple, qui sont des machines quand même assez puissantes en général, avec du Core i7 ou de la mémoire. Est-ce que du coup,
renouveler mes laptops par des laptops un petit peu moins, entre guillemets, puissants et bénéficier d'une puissance cloud, ça vaut le coup ou pas? Ça va dépendre du prix de ta VM en fait. Ça dépend vraiment de la VM que tu prends parce que chaque VM a un coût. Alors j'essaye juste de partager en fait. J'ai du mal aujourd'hui de partager, je ne sais pas pourquoi. Attends, surtout de trouver mes fenêtres. Doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc typiquement, alors attends, je sais plus. Virtual Desktop. Non. Alors, juste pour info, je laisse l'enregistrement parce que les questions de Rémi sont pertinentes et ça permettra effectivement à des gens. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Un point de plus. Merci. Je trouve plus la calculette. Attends, je l'ai plus. Je fais tellement de trucs que je n'y arrive plus. Attends. Virtuel. Ouais, tu étais. C'est ça, mais ouais, il y a bureau plus. virtuel. Ah si, bureau virtuel. Oui, je suis en français. Ouais. Pour ça, c'est là. Donc ouais, clairement, ça va dépendre en fait vraiment ça va vraiment dépendre en fait de la VM que tu prends. D'accord. Du utilisateur. Clairement, en fait, ici, si je passe, on va essayer de prendre. Qu'est-ce que je cherche? Bon, les France centrales. Les France centrales, ça, c'est intéressant du coup d'avoir la possibilité de calculer les heures concurrentielles en heure pleine et en heure creuse, effectivement. Clairement. Donc c'est effectivement là où je viens d'arriver. Il y a aussi le fait, est-ce que je fais du multisession ou est-ce que j'affecte une VM à un utilisateur? Parce que si je fais du multisession, j'ai besoin de beaucoup moins de VM. Si maintenant j'affecte une VM à un utilisateur, le coût n'est pas le même. J'ai pas le même nombre de VM. Il y a les heures creuses et les heures pleines qui effectivement une fois de plus permet de réduire effectivement le coût. Voilà, typiquement ici le multisession ou la session unique. Donc effectivement, c'est pas pareil. Voilà, clairement, si j'ai 5 utilisateurs qui sont sur une VM ou si j'ai 5 VM, du coup, oui, le coût est différent. Donc, c'est difficile de répondre. J'ai aussi le prix de la VM. Typiquement, le prix de la VM, donc en fonction de la VM que je prends, on voit que j'ai des coûts par heure qui peut être assez différents. Tu vois, on passe de 0,17 à 1,87. Alors, on est sur un 16 CPU et 112 Go de RAM, donc on est déjà sur de la grosse VM. Je dirais que avec 25 instances, d'accord, 450. Ouais, voilà, ça s'étudie. Clairement, ça s'étudie. Après, on va être confronté à un gros problème qui cette fois n'est ni technique ni différencié. C'est est-ce que l'utilisateur va accepter en fait qu'on lui enlève son laptop pour lui mettre quelque chose qu'il n'a pas, enfin qu'il ne touche pas en fait. Bien sûr. C'est le ressenti utilisateur. Exactement, ça ouvre un deuxième débat du coup. Et toi, de ton expérience, Nico, pour utiliser Virtual Desktop, parce que l'expérience, elle est fluide. Moi, j'ai eu plutôt des très bons retours. J'ai même eu des retours sur des serveurs à base de GPU NVIDIA et de la modélisation 3D via Virtual Desktop. Et j'ai eu des très bons retours en me disant que l'expérience était quand même plutôt sympa. Voilà. Clairement, si tu mets effectivement les moyens avec les VM qui vont bien, mais oui, évidemment. Maintenant, clairement, si tu mets une petite VM, donc après, tout va dépendre du budget aussi que tu as. Tout va dépendre si tu passes par le client lourd ou le client web. On a vu qu'effectivement, et pourtant, je suis en fibre 5 Go, donc j'ai pas de problème de débit. J'ai pas de pare-feu, j'ai rien, je suis direct sur Internet. On a vu qu'effectivement, il y a une différence entre les deux. Clairement, il y a une différence entre les deux. Après, je dirais que c'est comme tout. Je fais aussi de la mobilité. Je fais aussi et de la mobilité. Quand tu parles, si on peut parler même du MFA, typiquement, c'est le bon exemple. Quand je vais mettre en place le MFA, pour moi, c'est une super fonctionnalité. Sauf que derrière, si je ne fais pas d'accompagnement au changement, je perds l'utilisateur. Et pour moi, Azure Virtual Desktop, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, en fait, si je n'accompagne pas l'utilisateur, si je n'explique pas pourquoi je lui enlève quelque chose pour mettre autre chose, potentiellement, je peux en perdre. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y trouve son intérêt et qu'il trouve des avantages aussi. Et je dirais que c'est pour tous les projets, c'est même pas que pour Azure Virtual Desktop. C'est pour tous les projets en fait où j'aime plaque d'utilisateur. Migration AD, on s'en fout. Ça impacte, in fine, ça impacte l'utilisateur, mais il n'y a pas de. Je ne suis pas direct avec l'utilisateur. Par contre, le MFA, par contre, Azure AD, Azure Virtual Desktop, là pour le coup, je suis en direct avec l'utilisateur. Et pour le coup, si lui n'accepte pas ça, je peux mettre toutes les solutions que je veux. Je peux mettre des VM à 50 000 € par mois, mais s'il ne la veut pas, il ne la veut pas. Donc, je dirais que le plus gros problème dans ces projets-là, c'est pas, une fois de plus, c'est pas trop la technique. Moi, mettre en place du MFA, c'est rien, c'est 2 causes à coucher. C'est rien. C'est juste que l'utilisateur qui est en face accepte
que je lui mette une double authentification, accepte que je lui prenne son portable qu'il avait depuis 10 ans, 20 ans ou 15 ans ou X années, et que je lui donne en fait une machine virtuelle. Je dis voilà, maintenant tu vas te connecter sur ça. Tout dépend il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de blanc ou noir, il n'y a pas de cas où c'est comme ça ou comme ça. Ça va vraiment dépendre en fait de comment tu présentes les choses aux utilisateurs, de qui tient en face. Tu peux avoir une population beaucoup plus jeune qui est beaucoup plus tendance dans le cloud, tout ça, peut-être qu'elle aura effectivement tendance à plus accepter. C'est une tendance, si tu as plutôt, et c'est pas péjoratif, plutôt la quarantaine, puisque j'approche de la quarantaine, donc je me permets. Là, pour le coup, effectivement, peut-être que si on sont moins de tendance cloud et ils ont peut-être plus de mal. Donc, ça va vraiment dépendre des affinités de chacun et de comme toi, tu présentes tes trucs. D'accord. Ça, c'est très, très clair. Mais après, oui. Je pense qu'on pourrait aussi rajouter quelque chose, ce qui est intéressant, ce que tu as dit, Rémi, c'est la partie coût. Il faut vraiment pas, il faut être à l'aise avec ça. Il faut aussi dire, Nico, tu pourrais aussi le dire qu'il faut aussi des licences M365 pour bénéficier de ce service. Alors clairement, voilà. Clairement. Alors oui et non. Ça dépend ce que je veux faire. Ça dépend ce que je veux faire. Mais oui, clairement, si je veux faire de l'Azure à des premiums avec du MFA, oui, clairement. Voilà. Et l'application, oui, il me faudra le M365. Mais typiquement, en fait, avant d'avoir mes licences E5, donc quand j'ai monté ma plateforme, en fait, je n'avais que de l'Azure, en fait, et j'ai pu monter ma maquette. Effectivement, c'est limité. On a vu que quand je lance Office, j'ai pas de licence. Je veux faire du MFA, oui, je vais faire clic par clic, j'ai pas d'accès conditionnel. Donc oui, clairement, en fait, si j'ai pas de M365, je vais être assez limité au niveau des fonctionnalités de sécurité. Mais ça ne va pas m'empêcher de mettre en place la plateforme. C'est juste que certaines fonctionnalités, je pourrais ou pas, ou difficilement les monter. Voilà, c'est des choses que je pourrais faire beaucoup plus difficilement que si j'ai du M365. Mais ça sera quand même faisable. Moi, je l'ai fait. Après, évidemment, en production chez un client qui a besoin de niveau de sécurité supplémentaire, clairement, on va mettre du M365. Mais aujourd'hui, c'est des licences qu'on croise assez fréquemment. Mais tu as raison, ça peut également être dans le coup. Et une fois de plus, si tu as un client qui a 1000 utilisateurs, même si tu prends de l'E3, ça fait un coup. Ouais, clairement. Merci Nico pour Je t'en prie, merci à toi. C'est une bonne remarque et c'est très bien. C'est très bien. Merci Rémi aussi pour tes remarques parce que c'est pareil. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai pas obligatoirement pensé parce que j'étais plutôt dans la technique, mais qui est tout aussi important. Les coûts, les cas d'usage aussi sont importants aussi pour un petit peu. Alors, effectivement, on parle de bureautique. Tout à l'heure, je parlais effectivement de calculateurs à base de GPU. Si on prend l'exemple, par exemple, de gens qui font de la modélisation SolidWorks ou des choses comme ça, par exemple, l'acquisition de machines ultra puissantes, ça a un coût pour les garder chez soi. Utiliser des instances un peu à la demande de machines sur Virtual Desktop, ça peut être aussi ça va dépendre effectivement du cas d'usage. S'il n'y a pas une demande et une utilisation qui est quotidienne ou entre guillemets 24/24, ça peut être le bon modèle, ça se calcule réellement. Clairement. Après, c'est pas obligatoirement les mêmes budgets parce qu'effectivement, tu vas plutôt sur un budget d'acquisition, l'autre plutôt un budget de location. Donc après, il y a ça qui rentre en jeu typiquement pour les organismes publics. Mais oui, clairement. Moi, je sais que j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur la modération du poste de travail. J'ai mis dedans l'Azure Virtual Desktop parce que obligatoirement tu peux pas parler de modélisation de poste de travail et dire on va prendre un master, on le descend. Il n'y a pas de modélisation. Dans un modèle startup avec forte croissance par exemple ou croissance un peu non maîtrisée, ça peut être sympa aussi. Voilà, parce que on a un modèle qui est scalable, on a un modèle qui est entre guillemets adaptable. Avec la possibilité de monter un peu les GPU et ainsi de suite. Donc, je pense que le cas d'usage, ça peut être sympa. C'est ça, et puis l'avantage, c'est comme tu dis, c'est que demain, j'ai besoin d'une grosse VM parce que, je sais pas, j'ai un gros projet, je monte les puissances de mes VM. Demain, j'en ai plus besoin, je les enlève. Une machine physique, quand je l'ai acheté à un moment donné, sauf si je la loue, mais une fois que je l'ai acheté, elle est à moi. Je peux pas dire je la veux plus, ou alors je peux pas dire change-la, parce que du coup ça a un coût supplémentaire. Là, c'est 3 cases à cocher. Alors 3 cases à cocher qui ont un coût, on est d'accord. Alors Nico, il y a Jean-François qui a une question, qui a levé la main. Je t'en prie, Jean-François, vas-y. Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Salut Jeff. Hello. Ouais. Oui, il y a aussi un autre scénario qui est sympa, c'est dans le cadre d'un PRA, c'est-à-dire qu'un client peut très bien avoir sa prod on-prem, donc tout ça c'est OK. Il décide de répliquer des VM avec des applis dans le cloud. Évidemment, il ne va jamais s'en servir.
parce qu'il espère qu'il n'y aura jamais de catastrophe. Mais dans le cadre de la bascule, la question souvent c'est comment j'accède efficacement, parce que quand on dit j'ai 500 utilisateurs on-prem et je réplique mes VM dans le cloud, c'est cool. Ok, il n'y a plus rien on-prem, on est mort. Mais comment je fais pour accéder à mes applis? Donc, si on veut accéder aux applis qui sont dans un PRA dans Azure ou même ailleurs, le point d'accès Windows Virtual Desktop, il est vraiment extra parce que c'est effectivement un service SaaS. Tu le fais scalable, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont avoir besoin d'accéder au PRA, eh ben, tu auras peut-être 4 VM, 5 VM, 10 VM, etc. Et puis, ça va te servir uniquement le temps du PRA, c'est-à-dire bon, ben voilà, tu t'es fait cryptoloquer, t'as pas de chance, hein. Tu bascules sur ton PRA, eh bien, avec WVD, tu arrives à t'en sortir. Donc, c'est aussi un scénario, ça, qui est, à mon avis, très complémentaire au scénario de PRA. Clairement, et souvent, en fait, je te rejoins, souvent, ce qu'on oublie, parce qu'on synchronise les serveurs, on migre les serveurs, on dit, OK, j'ai mes serveurs dans le PRA. Ce qu'on oublie, c'est le poste de travail. Comment je connecte. Ah oui, oui. Oui, et là, pour le coup, voilà. Là, pour le coup, on virtualise l'accès. Et je pense que Microsoft a vraiment pensé Windows Virtual Desktop, bien sûr, pour tous les scénarios que tu as présentés, qui sont de très beaux cas d'école, mais aussi pour complémenter un vrai PRA. Parce qu'on le comprend bien, quoi. Quand on a les applis on-prem, quand on a les clients on-prem, quand on a tout on-prem connecté à fond les manettes, hein, et qu'on bascule après en mode PRA, bon ben ok, il y a tout qui démarre là-haut, mais l'accès, il n'est pas forcément au niveau des performances des VM. C'est ça que je veux dire, tu vois? Sachant qu'en plus, donc le fait, voilà. Là, les VM sur lesquels je me suis connecté, c'est des VM en fait qui sont dans Azure, qui sont connectés à un groupe de ressources. Dans ce groupe de ressources, je pourrais très bien avoir mes autres serveurs qui sont synchronisés au travers de Vim ou au travers d'un autre outil. Et derrière, je me connecterai en fait sur ces serveurs-là, où j'accéderai à ces serveurs-là comme si j'étais à la maison, enfin, comme si j'étais sur le réseau local, pardon. Donc, clairement, je te rejoins. Mais c'est vrai, et moi le premier, hein, on a tendance à penser aux serveurs quand on parle de PRA, et on a tendance à oublier l'accès client. Il est super important. Clairement. Tout à fait. Clairement. Il faut... Oui. Ouais, Nico, j'ai d'autres questions, moi, alors qui sont des questions de pur admin. Je me projette, moi je suis administrateur chez moi, j'ai un life cycle à suivre au niveau de mes machines, les mises à jour de Windows 10, j'ai un EDM, un antivirus à gérer, j'ai dessus les Windows Update, tout ce qui tourne autour de la machine. Quid de Windows Virtual Desktop? Parce que du coup, ça me simplifie la vie ou c'est identique? Alors, ça va dépendre de comment tu traites la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu traites ta machine virtuelle comme une vulgaire machine virtuelle que tu aurais sur ton ESX ou que tu aurais sur ton Hyper-V, bah oui, il va falloir gérer les mises à jour au travers de WSUS, il va falloir traiter les mises à jour. Donc, on va rester vraiment sur un moderne, une gestion traditionnelle du poste de travail. Oui, il va falloir faire du WSUS, il va falloir mettre l'antivirus. Maintenant, si je suis plutôt sur du modern management, c'est-à-dire en fait vraiment, j'ai joint ma machine alors j'ai du M365, j'ai joint ma machine en fait à EMS, à Intune et Azure AD, là pour le coup, en fait, je vais avoir du Windows Update for Business, c'est-à-dire qu'en fait, le poste va venir récupérer les mises à jour automatiquement. Après, il faut l'accepter, mais il va venir récupérer toutes les mises à jour automatiquement sur Windows Update. Je vais avoir la possibilité, effectivement, de configurer mon antivirus au travers de Windows Defender, hein, mais au travers de Intune. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de ta maturité, en fait, à partir sur du modern management. Je dirais que D'accord. L'utilisation de Windows Virtual Desktop, entre guillemets, va pas forcément. Alors, mis à part effectivement que j'ai toujours une image Windows 10 qui est up-to-date, je gagne pas forcément plus en simplicité d'administration. Si tu architectures en fait ton Virtual Desktop en fait comme tu architectures en fait ton poste on-prem, non, clairement. Okay. Maintenant, si tu l'architecture plutôt sur d'une manière moderne, avec effectivement de l'Azure AD et de Intune, alors ouais, clairement, pour moi, tu peux gagner. Après, ça va dépendre des contraintes que tu as. Enfin, c'est difficile de répondre parce que tu peux avoir des contraintes X, Y, Z, mais en clair, oui, clairement, tu fais de l'hybride AD join, et puis c'est fini. Tu as juste un AD dans Azure et voilà. Clairement. Super. Écoute. Moi, de mon côté, j'ai plus forcément de questions sur le sujet.
Une petite question peut-être, Nicolas, qui me traverse l'esprit. Pour aller dans le sens de Rémi au niveau de l'exploitation. Comme je dirais sous Windows Server avec la partie VDI qui est embarquée et puis la notion de catalogue. Est-ce que là, c'est plus sophistiqué, la notion de catalogue? C'est-à-dire, est-ce que tu peux créer, par exemple, ce que je vais appeler un catalogue de prod, un autre catalogue, un catalogue de test? Est-ce que moi, l'admin, je peux décider, par exemple, sur mon catalogue de VM VDI, par exemple, de test, de dire, bon, ben voilà, ce catalogue qui contient 10 VM, ou sur la base d'un modèle, en quelque sorte, est-ce que je peux décider, par exemple, de le patcher et donc je le bascule en prod en cliquant sur prod et au contraire je me suis planté donc globalement je l'annule et je repasse sur celui d'avant qui devient la prod d'avant mais que je mets maintenant, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on a une souplesse d'administration au niveau des catalogues que l'on propose aux utilisateurs? Alors clairement, moi j'ai plus Azure. Ou est-ce que ça nécessite plein d'opérations, des scripts de ouf? Non, c'est à ça que je pense, si tu veux. Une fois de plus, c'est difficile de te répondre parce que ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Mais en gros, de ce que tu me dis, de ce que je comprends, c'est effectivement ici, tu vas avoir dans ton pool, tu vas avoir dans ton espace de travail, effectivement, pardon. Non, c'est mon groupe d'applications, je vais arriver. Pardon, c'est la fin de ma journée. La semaine a été un peu compliquée. Donc, ici, tu vas avoir effectivement des applications. Donc, je peux très bien en fait, créer des pools d'applications différentes que je vais attribuer à des personnes différentes. Je pourrais très bien avoir un groupe prod, un groupe test, en fait. Et derrière, le groupe prod utilise une image qui est dans un blob que j'ai validé. Et derrière, à côté de ça, avoir pour mes machines de test une autre image, en fait, qui elle va utiliser plutôt une autre template ou utiliser le template Windows, c'est pas gênant. D'accord. Donc c'est facile, par exemple, au niveau d'un groupe d'applications, là, on peut juste tenter le coup, c'est-à-dire, voilà, on jette un œil. Ici, tu as un utilisateur. Si je veux plus qu'il y ait Olivier, en fait, je lui enlève ici l'attribution. Voilà. Donc, il ne fait plus partie de ce groupe-là. En fait, il faut créer plusieurs groupes d'applications qui eux, utilisent différentes images. Et c'est au niveau de l'utilisateur que ça se passe en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, l'utilisateur. C'est ça, oui, parce que là j'ai mon utilisateur, mais après on va plutôt le gérer par groupe et en fait, après tu l'affectes à telle ou telle application. Je pourrais, au même titre que je peux avoir des applications test, hein,